Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous allons parler de la simplicité des théories avec lesquelles on explique un monde complexe. Alors cette simplicité n'est qu'apparente comme nous allons le voir. Alors commençons par la simplicité des théories de base. La présentation qui est faite en vulgarisation aux néophytes des théories les plus fondamentales, relativité, mécanique quantique en général, ou d'autres théories plus classiques, présentent leurs principes de façon fort simple, ou du moins d'une façon qui paraît simple, en apparence. Donc, celui qui regarde ces vulgarisations a vraiment l'impression que de telles théories sont assez simples dans leurs principes. Et effectivement, les théories les plus fondamentales sont basées sur un faible nombre de postulats, de principes de base. Par exemple, la mécanique newtonienne est basée seulement sur 3 postulats. Le principe d'inertie, le principe fondamental de la dynamique et le principe d'action et de réaction. La gravitation universelle est basée sur une seule loi. La relativité restreinte est basée sur 2 postulats. Seulement 2. Le principe de relativité et l'invariance de la vitesse de la lumière dans le vide. Mais cette simplicité est trompeuse, le fait qu'il y ait si peu de postulats. D'abord, ces postulats sont basés sur les résultats de très nombreuses expériences. Donc si on veut expliquer et surtout justifier ces postulats, c'est loin d'être aussi simple. Il faut décrire beaucoup de choses. Ensuite, ces postulats, ces principes sont exprimés dans un certain contexte théorique qui leur donne du sens. Et ce contexte nécessite des connaissances, parfois importantes, et qui ne sont pas visibles au premier abord lorsqu'on présente ces principes. N'oublions pas aussi que ces principes sont formulés de manière mathématique. Ce n'est pas qu'une description verbale, ce n'est pas qu'une description vulgarisée. Il y a une formulation mathématique précise. Il faut tenir compte aussi du fait qu'il y a souvent des postulats implicites, des principes implicites qui ne sont pas toujours clairement cités, parce qu'ils font partie de ce contexte théorique, justement. Ainsi, par exemple, en relativité restreinte, il y a en réalité 5 autres postulats. Ils sont très rarement cités. C'est le nombre de dimensions de l'espace, l'universalité, la continuité de l'espace, le postulat de groupe et le fait que l'espace est considéré comme euclidien. Nous avions parlé de ces géométries. Ensuite, là aussi, il y a apparence, c'est qu'en fait, des postulats seuls sont peu utiles. On ne fait pas grand-chose rien qu'avec les postulats. Il faut développer la théorie à partir de ces postulats, ce qui se fait mathématiquement puisqu'ils sont formulés mathématiquement. Il faut donc des outils mathématiques pour aboutir à d'autres outils théoriques qui permettent d'utiliser la théorie. Par exemple, les transformations de Lorentz en relativité restreinte. Et un tel développement peut parfois être assez difficile. De plus, en cours de route, en cours de développement, parfois d'autres postulats viennent s'y ajouter. Par exemple, parce qu'on change de domaine. Ainsi, en relativité restreinte, lorsqu'on attaque la dynamique, on attaque un autre domaine que la simple description cinématique ou simplement la position et la vitesse des objets. Si on passe au dynamique, c'est-à-dire l'intervention des masses, des forces, alors on fait une hypothèse, à savoir que pour des vitesses faibles, petites, devant la vitesse de la lumière, on doit retrouver les lois de Newton. Ou alors, on rajoute d'autres principes, d'autres hypothèses, parce que la construction purement axiomatique, c'est-à-dire une construction mathématique à 100% pure à partir des postulats, s'avère beaucoup trop difficile.
les développements mathématiques, c'est pas toujours facile. Un exemple bien connu, c'est celui de la théorie quantique des champs. La formulation dite de la théorie axiomatique des champs a donné des résultats importants, mais elle est toujours en chantier. Pour être une théorie utilisable, on a ajouté les postulats, des principes, qui sont basés sur des raisonnements heuristiques, sur des données empiriques, et il faut y ajouter aussi, bien sûr, et alors, donc ça complique le développement de la théorie, et alors une fois qu'on a tout développé, il faut bien sûr ajouter les validations expérimentales des prédictions théoriques. Sans ça, il n'y a pas de théorie validée. Donc si on prend en compte l'ensemble, qui est un peu l'image du modèle de la méthode scientifique, si on prend en compte l'ensemble, ces théories sont loin, très très loin d'être aussi simples que ça. Donc cette apparence de simplicité est vraiment trompeuse. Qu'en est-il maintenant des prochaines théories? C'est-à-dire, je parle des théories fondamentales, et donc les théories qui feraient l'unification de l'ensemble des interactions, ou qui donneraient une description de la gravité quantique. Nous avions déjà évoqué ces possibilités. Beaucoup de néophytes comprennent mal quelles sont les difficultés réelles avec ça. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Certains vont même jusqu'à penser que on devrait y arriver et que s'il y a quelque chose qui coince, c'est à cause des physiciens. Le fait est que, comme ce sont encore des développements théoriques, et donc mathématiques, ces travaux ont un caractère fort abstrait, mathématique. Ces tentatives font appel à des mathématiques élaborées, touchent à un domaine plutôt exotique, nous avions parlé du monde exotique, ce qui donne une vulgarisation souvent très difficile à faire, et donne souvent l'impression qu'on n'a peut-être pas choisi la bonne voie. Rappelez-vous qu'on ne peut pas facilement faire de la science, on ne peut pas même faire de science du tout, au niveau vulgarisation. C'est une fausse impression. Le néophyte qui voit ça a l'impression de pouvoir en déduire qu'on choisit une mauvaise voie. Alors qu'en fait, il devrait plutôt se dire la vulgarisation est peut-être très mauvaise. Pour le néophyte, qui est habitué à la vulgarisation et qui ne connaît pas toutes ses limites et tous ses défauts de la vulgarisation, qui est habitué à cette fausse impression de simplicité, il a dans l'idée que arriver à faire ses unifications, à faire ses gravités quantiques, ça devrait être simple. Il suffirait d'avoir les bonnes idées. Mais en plus d'être totalement trompeur, en réalité, construire ces nouvelles théories, il y a 3 difficultés majeures, 3 difficultés importantes. Et donc important de les dire ici, puisqu'elles ne sont pas toujours flagrantes, ne sont pas toujours dites dans la vulgarisation. La première chose, c'est qu'on manque de données expérimentales dans le domaine de la gravité quantique ou de l'unification de l'ensemble des interactions fondamentales. La raison en est que ces domaines se manifestent dans des situations qui sont très éloignées de nos capacités expérimentales habituelles. Ça fait appel à des phénomènes à très très petite échelle, des dimensions extrêmement petites, ou des énergies extrêmement élevées, souvent bien au-delà de ce qu'on pratique dans les expériences, dans les observations. Et cela pour mesurer des écarts qui seraient infimes par rapport à ce que donnent nos théories actuelles. Souvent des écarts bien inférieurs aux capacités de nos instruments actuels. Il ne faut pas désespérer, on y arrivera. Mais pour le moment, ces domaines nous restent encore inaccessibles au niveau expérimental. C'est même une situation bizarre, très contraire à ce qu'on a vécu à d'autres époques. Par exemple, au XIXe siècle, fin du XIXe siècle,
La physique classique avait atteint des niveaux absolument extraordinaires et un physicien, je crois que c'est alors Kelvin, a eu le malheur de dire « Oh, mais nous avons presque tout compris, à part quelques petits détails. » Ces détails, c'était la radioactivité, le corps noir, le problème de la vitesse de la lumière. Il ne pouvait pas se douter l'effet photoélectrique aussi, le mouvement brownien. Il ne pouvait pas se douter que ces quelques petits phénomènes allaient tout bouleverser, tout remettre en cause. Donc là, il a raté, il a fait la prédiction la plus mauvaise de tous les temps. Mais actuellement, c'est la situation. Mais ils avaient des expériences, ils avaient des résultats sur lesquels travailler. Actuellement, la situation est inverse. On sait que nos théories ne sont pas complètes. On sait qu'on doit aller plus loin, qu'il y a encore beaucoup à apprendre, à découvrir. Nos théories ne sont pas unifiées, elles sont même souvent incompatibles. La gravitation, la relativité générale qui décrit la gravitation, la mécanique quantique sont des théories profondément incompatibles. Mais toutes les expériences et toutes les observations, à quelques exceptions près que nous viendrons, sur lesquelles nous allons revenir tout de suite, tout est en accord avec nos théories actuelles. C'est un peu une situation bizarre. On peut tout expliquer, mais on sait que c'est pas complet. Situation sans équivalent dans toute l'histoire de la science. Malgré tout, on a quand même quelques indices. Ça vaut la peine de les citer. Quelques données expérimentales qu'on ne comprend pas. Par exemple, la taille du proton. On la croyait bien déterminée, avec une grande précision. Celle-ci avait été déterminée en utilisant les propriétés des électrons qui peuvent être diffusés par le proton ou bien tourner et être influencés par le fait que le proton a une certaine taille. On avait des mesures concordantes et en bonne précision. Puis, récemment, les physiciens ont voulu utiliser des muons, qui sont des espèces d'électrons lourds. Les muons étant beaucoup plus lourds, s'ils sont en orbite autour du proton, ils s'en rapprochent beaucoup plus. Ils sont donc beaucoup plus influencés par le fait que le proton a une taille finie. Et donc, ils espéraient améliorer la précision des mesures. Et là, le résultat fut surprenant. Oui, ils avaient un résultat précis, mais différent de ce qu'on savait jusque-là, avec une différence qui ne s'expliquait pas à cause de l'imprécision. Donc là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi, en utilisant des électrons et des muons, obtient-on des tailles différentes? Il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans la façon de faire les mesures, peut-être, soit dans les propriétés du muon, quelque chose qu'on ne comprendrait pas, ou dans les propriétés du proton, de l'interaction forte qui domine la structure interne du proton. On ne sait pas. On a quelque chose d'analogue avec le neutron, son alter ego. Le neutron, lorsqu'il est libre, est instable. Il se désintègre en un proton, un électron et un antineutrino. Sa durée de vie moyenne, c'est 20 minutes. Et on possède deux méthodes, grosso modo, pour décrire sa durée de vie. La méthode de la bouteille, où on enferme des neutrons dans une cavité où ils sont piégés. Au bout d'un certain temps, on compte combien il en reste. Une autre méthode, c'est la méthode du vol. On provoque un flux de neutrons. On mesure combien il y en a au début, combien il y en a à la fin. Et donc, on sait combien se sont désintégrés pendant le voyage. Récemment, ils ont amélioré les mesures pour avoir une mesure plus précise de la durée de vie qui était connue avec une précision assez médiocre. Et là, grosse surprise, les deux méthodes donnent des résultats différents et incompatibles à la précision des mesures. Donc là aussi, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Une des deux méthodes a peut-être une faille qui rend les mesures moins précises qu'on croit. Ou là, peut-être aussi, y a-t-il quelque chose dans la physique du neutron, dans sa manière de se désintégrer, par exemple, que l'on ne comprend pas. Un autre exemple, c'est la matière noire. Ce déficit en masse
dans l'univers, dans les galaxies. On a beaucoup progressé dans ce domaine, mais le fait est qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Même si les coupables sont de plus en plus cernés, on n'a toujours pas la solution. Il y a aussi ce qu'on appelle l'énergie noire. C'est le fait qu'on observe que l'expansion de l'univers est en train de s'accélérer. Au lieu de ralentir à cause de l'attraction gravitationnelle, un peu comme une pomme que l'on jette en l'air qui monte et qui monte de plus en plus doucement jusqu'à s'échapper dans l'espace ou à retomber, l'univers en expansion devrait ralentir sous l'effet de la gravité, mais au lieu de ça, il s'accélère. Le phénomène a été appelé énergie noire pour diverses raisons, mais on ne connaît pas sa cause, on ne connaît pas l'origine de ce phénomène. Le neutrino, particule fantomatique, nous avons déjà parlé plusieurs fois. Le neutrino a des propriétés qu'on connaît de mieux en mieux, mais qui sont tout à fait bizarres, tout à fait étranges, comme les oscillations des neutrinos, le fait qu'il y a 3 sortes de neutrinos, et le neutrino change de nature de manière oscillante, périodique. On sait l'écrire, mais on ne sait pas pourquoi le neutrino est comme ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la violation CP, ou dit autrement, la violation T, le fait que les phénomènes allant dans un sens dans le temps ou dans l'autre ne sont pas les mêmes. Il est clair que le passé est différent du futur. Il y a ce qu'on appelle une flèche du temps, mais celle-ci est très bien expliquée, elle n'est pas d'origine fondamentale, elle est d'origine statistique, liée à la thermodynamique et à la structure de l'univers dans son ensemble. Mais au niveau fondamental, tous les phénomènes sont réversibles. Si ça fonctionne dans un sens, ça peut fonctionner dans l'autre. Mais pas dans certains cas. Quelques rares cas. En fait, on connaît que peu de particules qui violent ça. C'est par exemple le méson K et le méson B, qui ont été beaucoup étudiés. Là aussi, on sait le décrire. Physiquement, c'est-à-dire mathématiquement. On a ce qu'on appelle des matrices de violation CP qui décrivent parfaitement le phénomène. Mais là aussi, on ignore pourquoi ce phénomène existe. Y a-t-il un lien avec le fait que l'univers est globalement asymétrique dans le temps, avec son passé et son futur? On ne connaît pas l'origine de l'univers, donc on ne sait pas. Il y a aussi les propriétés de l'antimatière. Le fait est qu'autour de nous, on ne voit que de la matière. C'est de la matière, c'est de la matière, c'est de la matière. Il n'y a que de la matière. On reçoit des particules venant de l'univers lointain, les rayons cosmiques, essentiellement composés de matière. On observe des galaxies lointaines, des nuages de gaz, sont composés de matière, parce que s'ils étaient composés d'antimatière, au contact de la matière qui serait la frontière, qui se situerait bien quelque part, il y aurait une émission d'énergie par des intégrations qui serait fabuleuse, et on ne l'observe pas. Il n'y a quasiment que de la matière. On observe bien un petit peu d'antimatière dans les phénomènes astronomiques, cosmologiques, très violents. Il y a un petit peu d'antimatière. On sait en fabriquer dans les accélérateurs de particules. Or, la matière et l'antimatière sont totalement symétriques. Où est passée l'antimatière? Là aussi, on travaille là-dessus, et notamment, le CERN étudie très finement les propriétés de l'antimatière. Il fabrique des anti-atomes d'hydrogène, étudie leurs propriétés. Jusqu'ici, ça reste totalement symétrique. On s'attend à découvrir une faille. Alors, c'est pas sûr que ces phénomènes ou ces indices soient liés aux théories dont je vous ai parlé. L'unification, la gravité quantique, peut-être qu'il y a un lien, peut-être pas. Parce qu'il peut y avoir d'autres explications. D'autres explications plus classiques restent possibles. Donc il faut creuser, expérimenter, mesurer, observer, jusqu'à mieux comprendre. Jusqu'ici, on a découvert, on fait diverses hypothèses, souvent qui découlaient de ces théories unifiées ou plus avancées. On a fait des tests et les résultats étaient négatifs. Alors, je vais en prendre 2. Tous les 2 tirés d'une extension appelée supersymétrie. C'est une symétrie élégante et pour diverses raisons, elle semble devoir être une symétrie de la nature.
c'est pas prouvé. Mais vraiment, vraiment élégante. Et importante pour des raisons théoriques à divers endroits. Une des prédictions de cette extension, de cette théorie, c'est que le proton devait être instable, comme le neutron. Sauf que là, on ne parle pas d'une instabilité d'une durée de vie de 20 minutes. On parle d'une durée de vie de plusieurs milliards d'années. Et il y avait une bande supérieure. Donc en prenant une grande quantité de protons, par exemple une énorme cuve remplie d'eau, les atomes contiennent des protons, donc il y a un très grand nombre de protons, et en observant, on peut bien voir un proton désintégré de temps en temps. Donc on fabriqua d'immenses cuves qu'on enterra sous terre pour éviter d'être pollués par les rayons cosmiques, et qu'on purifia d'une manière absolument diabolique pour éviter des parasites dus à des atomes radioactifs, par exemple. Et on fait les mesures de plus en plus précises, de plus en plus longues, et rien. Le proton reste désespérément stable. Une autre prédiction de la supersymétrie, c'est ce qu'on appelle le modèle SUSY. En fait, le modèle SUSY est un modèle qui utilise la supersymétrie, et c'est le plus simple des modèles. Celui-ci prévoit l'existence de certaines particules très lourdes, mais qui pourraient être créées dans les accélérateurs. Or, le plus grand accélérateur actuel, le LHC, a atteint ce niveau. Il a atteint l'énergie suffisante pour créer des particules SUSY. Rien. Pas de particules SUSY observées au LHC. Il n'est pas exclu que d'autres modèles plus complexes soient valides. Par exemple, il y en a un qui est appelé SUGRA, qui est très important. Il y en a d'autres. Et donc, ça n'est pas exclu. Mais il n'empêche que, jusqu'ici, ce qu'on obtient, c'est systématiquement des résultats négatifs. Alors qu'on sait que nos théories sont fausses. Pas fausses, pardon. Nos théories sont incomplètes. Il faut aller plus loin. Mais non, bonsoir, on a beau faire des expériences, nos théories sont toujours validées, sont toujours correctes. Donc on désespère, on aimerait bien avoir un résultat positif. Même s'il ne correspond pas à nos hypothèses. Mais quelque chose qui s'écarte franchement des théories actuelles et qui ne puisse pas être expliqué par une entourloupe ou par une pirouette. Quelque chose qui permettrait réellement d'avancer. Ça finira par arriver. Pour le moment, la situation est assez ennuyante. Certains même redoutent ce qu'on appelle le désert des résultats expérimentaux. C'est-à-dire qu'on a atteint, par exemple avec les accélérateurs comme le LHC, un grand niveau d'énergie, et qu'on a découvert tout ce qu'on pouvait découvrir avec ça, y compris la découverte du boson de Higgs, dernière particule du modèle standard qui restait à découvrir, et que le niveau d'énergie qu'il faudrait atteindre pour avoir du nouveau serait extrêmement loin. Et qu'entre les deux, il y aurait ce qu'on appelle le désert. Rien de nouveau à découvrir avant longtemps, avant d'avoir des machines d'une taille invraisemblable. Ce serait assez horrible, mais c'est pas exclu. Et sans des données supplémentaires, comment faire ? Comment construire les postulats ? C'est la méthode scientifique. On part de données expérimentales à expliquer. On part d'écarts aux résultats expérimentaux prédits jusque-là par les théories. Et on construit des nouveaux postulats. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, c'est la partie, en général, la plus difficile parce que il n'y a pas de méthode pour le faire, c'est la méthode là où intervient le génie. Mais on parle de quelque chose. Le génie ne s'applique pas du néant. On parle de quelque chose, mais là on n'a rien. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on essaye plein de possibilités. On essaye toutes sortes de variations dans les postulats qui permettent d'unifier les interactions, qui permettent de construire une gravité quantique, ou comme je l'ai dit, de faire des extensions, comme la supersymétrie, d'autres choses. On essaye un peu de tout. Et ça donne ce qu'on appelle des théories candidates, plusieurs. Dont les deux plus avancées sont la théorie des cordes et la théorie de la gravitation quantique à boucle. Vous en avez peut-être entendu parler, surtout la théorie des cordes qui est la plus populaire.
Ces théories sont relativement élaborées, loin d'être mûres, loin d'être finies, mais il y a aussi plein d'autres possibilités, plein d'autres théories beaucoup moins développées, beaucoup moins mûres, mais qui existent. Comment trancher entre toutes ces théories si on n'a pas de données expérimentales? Comment savoir ce qui est bon? Faut quand même pas oublier que ces théories sont censées s'appliquer au monde réel, celui qui nous entoure. Pas un monde imaginaire qu'on aimerait bien être de telle ou telle manière. Non, c'est le monde réel que l'on veut décrire. Et c'est lui, le monde réel, qui doit dire ce qui est bon ou pas bon. C'est lui qui doit nous guider. Pas des éclairs de génie. Un éclair de génie n'a jamais permis de savoir ce qui était bon. Ça a permis parfois de trouver des théories qui ont alors été confrontées à l'expérience. Et encore, ces éclairs de génie, tant qu'on ne les a pas vérifiés, on ne les qualifie pas d'éclairs de génie. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, les échecs du passé, souvent on les oublie. Les éclairs de génie, dans le passé, il y en a eu des milliers. On n'en a retenu que quelques dizaines, ceux qui ont marché. Donc les éclairs de génie actuels, c'est parfois juste parce qu'ils sont pensés comme tels, surtout par ceux qui les ont émis. Mais c'est la réalité qui doit dire ce qui est bon. Et pour le moment, rien. Donc vous voyez, quand je parle des prochaines théories, et qu'on penserait que ça devrait être simple, eh bien déjà, rien que ce premier obstacle, et je vous ai dit, il y en a 3, ce premier problème, en plus de la difficulté des théories, dont je vous ai dit, la simplicité n'est jamais qu'apparente, ce premier problème, celui de l'expérience, des données expérimentales, est un problème majeur, qu'on finira par résoudre. Il faut juste de la patience et beaucoup de travail. Voilà, alors les deux difficultés suivantes, je vous les présenterai dans la prochaine vidéo pour ne pas faire trop long. Et cette vidéo ne sera par contre assez petite. Je vous remercie.